l'agence.expert. Si tu saisis parfaitement ton persona, le contenu marketing que tu vas créer va utiliser les codes, la manière de parler de ton persona. Et ça va te permettre de te projeter beaucoup plus facilement avec des petits avatars, avec des photos de gens, comme s'ils existaient vraiment, quoi. Mais après, c'est aussi qu'est-ce que t'en fais de ces infos. Parce que tu vois, si t'as de la data, tu récoltes de la data à fond, ok, c'est bien joli, mais t'en fais quoi? À mon sens, il faut rentrer au plus vite en contact avec les premiers intéressés. Parce que c'est eux qui vont t'aider à co-construire ton produit. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Mandy Choumegom, experte en marketing. Après 8 ans d'expérience dans le département marketing d'une marketplace leader sur son marché, où elle est passée de rédactrice à directrice, elle co-crée JM Impact en 2019, une agence de coaching professionnel spécialisée dans les soft skills. Elle accompagne les entrepreneurs et les équipes à développer un bon mindset, à mettre en place une stratégie d'entreprise efficace à travers du coaching, de la formation et des conférences. Écoute Mandy, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, je me suis sentie un peu obligée. Hein. Non, je rigole. Je plaisante, c'est un plaisir aussi d'être avec toi aujourd'hui. Et le plaisir est partagé. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour définir notre client idéal, aussi appelé personae ou avatar. Ne pas définir son client idéal est une erreur commise par de nombreux entrepreneurs, leur faisant perdre de l'argent et du temps. En effet, quand on demande à un dirigeant qui sont vos clients, la réponse est souvent tout le monde. Imaginez un commercial de chez Airbus essayant de vendre un avion à une ménagère. Même avec le meilleur commercial du monde, c'est impossible. C'est la même chose qui arrive à plus petite échelle à toutes les entreprises. Le client idéal est une personne fictive qui a le plus fort potentiel d'être intéressée par vos services ou vos produits. Maintenant, il y a certaines questions à se poser, mieux comprendre ses clients, les analyser. Comme tu l'as compris, Mandy, on a besoin de tes conseils, on a besoin de tes lumières. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Écoute, Rudy, déjà c'est une très belle introduction. Je trouve que t'as bien résumé la situation. Moi, ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer pourquoi en marketing on utilise des personnages. Je trouve que ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet comme ça. Et puis peut-être par la suite expliquer aussi comment on le fait concrètement, quoi. Ça me va très bien. Donc comme tu disais en intro, en fait. Le persona en marketing, c'est vraiment un élément central qui va te permettre de comprendre parfaitement ton public cible. Quand on dit comprendre parfaitement, ça veut dire quoi concrètement ? C'est regarder un petit peu leurs habitudes d'achat, leurs motivations, leurs centres d'intérêt. Qu'est-ce qui les préoccupe au quotidien ? Et plus tu vas être précis quand tu vas découvrir qui ils sont, plus tu vas pouvoir développer des stratégies marketing qui vont être beaucoup plus efficaces. Et tu pourras améliorer ton expérience utilisateur, tu vas pouvoir augmenter ta fidélisation et tu l'as bien cité en intro aussi, gagner en rentabilité dans toute ta partie investissement publicitaire ou même en termes d'énergie. Voilà déjà de manière un peu générale. Après, je sais pas si ça vaut le coup, mais j'aimerais bien aborder plus précisément les avantages spécifiques que moi j'identifie et qui se déclinent, je dirais, en 5 items principaux. L'avantage du persona, il y en a 5 pour moi. Le premier pour moi, c'est de comprendre parfaitement son public cible. Donc,
Pourquoi c'est important ? Parce que du coup, je viens de le dire en introduction, en comprenant parfaitement les habitudes, les motivations, les centres d'intérêt, tu vas être beaucoup plus précis dans ton marketing. Et pour illustrer ce premier point de la bonne compréhension du public cible, je pense que ça peut être intéressant de te donner un exemple concret. J'étais partie en déplacement à Paris. Et j'avais un client qui avait comme persona, c'est bien, on va être un peu atypique, Gertrude, 65 ans, retraitée veuve, qui aime fréquenter les jardineries pour la tombe de son mari et faire vivre son potager. Ben là, clairement, il y avait un vrai intérêt à comprendre ce public cible parce que clairement, quand tu as ce genre de profil, tu sais très bien, Rudy, que tu vas pas utiliser des leviers qui sont hyper high-tech pour aller t'adresser à Gertrude, tu vois. Tu vas rester sur des outils qui vont être beaucoup plus traditionnels, comme par exemple un prospectus qui va être distribué à la caisse, et tu vas pas lui proposer un QR code à scanner avec son smartphone, tu vois. C'est sûr. Bon, même si Facebook, l'âge moyen a augmenté, mais bon. C'est vrai, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, dans quelques années, je pense que la Gertrude sera plus ouverte, mais il y a une période de transition, effectivement. En fait, tu veux dire, dans cet exemple, tu veux dire qu'en fonction de ta clientèle, en fait, tu vas pas utiliser les mêmes outils de communication, les mêmes leviers, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et surtout que indirectement, pareil, tu gagnes de l'argent et tu fidélises aussi ta clientèle parce que comme tu utilises le levier qui va lui correspondre au mieux, elle va se reconnaître dans ta façon de t'adresser à elle. Donc c'est pour ça que pour moi, l'un des premiers avantages du persona en marketing, c'est vraiment bien comprendre son public cible, voir comment il fonctionne de manière générale. Et du coup, deuxième point important à mon sens, c'est la personnalisation de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que avec tes personas et tes avatars, en fait, pour chaque consommateur, tu vas pouvoir être encore plus efficace sur ce que tu peux lui proposer en termes de produits et services. Et du coup, tu vas encore améliorer la satisfaction client. Je te donne un autre exemple vraiment concret où je pense que tout le monde est à même de comprendre cet exemple. Tu prends une salle de sport. Est-ce que tu as déjà été dans une salle de sport, Rudy ? Oui, je suis déjà allé, ouais. Même si c'est pas trop mon truc, mais je suis déjà allé. Bon, et faire le sport dehors. Ok, super. Quand tu vas dans une salle de sport, en général, tu peux remarquer qu'il y a plusieurs profils qui fréquentent la même salle de sport, mais en fait, si tu creuses, ils viennent pour des raisons différentes. Et tu peux avoir, par exemple, la personne en surpoids qui a pas trop les moyens et qui, du coup, quand je dis les moyens, c'est les moyens financiers, qui a une mauvaise hygiène alimentaire parce que les fruits et légumes, par exemple, ça coûte trop cher. Tu vas avoir le mec profil geek, non sportif, complexé parce qu'il est trop fin et qui veut gagner en masse. Tu vas avoir le mec célibataire, accro à la gonflette, voilà. Et en fait, ils sont tous différents, mais pour autant, ils sont intéressés par un même produit. Et donc, à ce moment-là, ce qui peut être super intéressant dans la personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est que tu pourras, par exemple, leur proposer des offres produits différents. Tu vois, tu prends dans ce cas-là, tu vas proposer un forfait illimité pour le mec qui est accro parce que tu sais que c'est sa vie, que c'est sa passion, donc il va pas hésiter à investir. Et pour la personne qui a, par exemple, des difficultés financières et qui est en surpoids, là, tu vas lui dire, ok, on a une formule économique avec des plages horaires limitées et en plus, on t'offre des conseils nutrition en vidéo tuto pour X euros de plus ou même ça peut être offert. Tu vois, donc du coup ça c'est clairement faire vivre une expérience utilisateur différente parce que tu as bien identifié que pour ta salle de sport tu avais plusieurs personas qui ressortaient. C'est ça. Et pour autant il faut les aborder différemment. Exactement. Parce qu'en fait là dans ton cas de figure tu dis qu'en fait on peut avoir plusieurs personas, on n'est pas obligé de se limiter à un persona. Tout à fait. En fait, c'est là où c'est un peu délicat, c'est que une entreprise, tu as un positionnement général, tu vas répondre à une problématique marché. OK ? Et tu vas créer une solution pour répondre à un vide marché. Mais ta promesse générale, c'est là qu'il faut être fin, c'est qu'il faut qu'elle soit assez spécifique pour pas être noyée dans le marché. et en même temps, il faut qu'elle soit non excluante. Tu vois, par exemple, si tu as plusieurs personas, si tu as une image trop axée, par exemple, sur la gonflette et compagnie, tu vas peut-être pas attirer la femme en surpoids qui a des difficultés financières parce qu'elle va pas du tout se reconnaître. Après, ça peut être des choix stratégiques. Tu peux. Il y en a qui peuvent aller sur de la niche et du coup de se dire non, je vise que le mec accro à la gonflette. Ça peut être une stratégie. Par contre, si tu veux t'ouvrir un peu plus, il faut que tu aies un discours un peu plus général. Mais par contre, quand tu vas faire tes actions marketing, là, ton discours, il va devoir être ciblé en fonction du persona.
Donc après on va voir comment par la suite, mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ça pour que l'expérience utilisateur soit différente. Et après, autre avantage du persona, t'as un troisième avantage à mon sens, c'est ça va te permettre de créer du contenu ciblé. C'est-à-dire que si tu saisis parfaitement ton persona, le contenu marketing que tu vas créer va utiliser les codes, la manière de parler de ton persona. Je te prends un exemple. Alors on dit en inbound marketing. Alors pour pas être trop complexe, l'inbound marketing, c'est quand tu cherches à attirer des gens vers ton entreprise. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu qui intéresse et qui donne envie aux gens, par exemple de lire tes articles de blog, de suivre tes réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de s'abonner à ta newsletter. Si en amont tu identifies parfaitement tes personas, tu sauras comment créer du contenu de grande valeur. Tu vois. Donc tu pourras adapter ton contenu par rapport à ta cible. Ensuite, un autre avantage à mon sens, c'est ça te permet d'améliorer la pertinence de ta publicité. Tu vois, tu le citais tout à l'heure en introduction. Si tu connais pas bien ton personnage, je pense que tu vas dépenser beaucoup d'argent inutilement. Et on va prendre un cas concret. Je sais pas si tu as déjà fait de la pub payante, mais tu prends une publicité, imagine justement, tu veux faire une pub Facebook, ok? Et là, tu choisis que dans ton encart de publicité qui va s'afficher, il va y avoir une image. Sur cette image, si tu mets par exemple un mec qui est tout frêle, par exemple pour illustrer la salle de sport, qui est tout fin, un profil geek, manque de confiance en lui, et que dans ton ciblage publicitaire, tu as mis des critères de sélection du type homme passionné de sport, qui est passionné de muscu, qui cherche des mots techniques sur des pilules de compléments alimentaires. Enfin, si tu mets tous ces critères-là, tu te dis bien qu'il y a de fortes chances que ta publicité soit complètement à côté de la plaque, parce que le mec musclé, il va pas du tout se reconnaître visuellement dans la photo que tu auras utilisée dans ta pub, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà aussi pourquoi ça va améliorer ta pertinence de publicité, parce que du coup tu vas pouvoir faire des publicités axées en fonction de tes personas. Donc dans ce cas-là, si tu vises ton geek par exemple, là la pub que tu dois faire, tu gardes effectivement le physique de la personne peut-être en manque de confiance en elle, etc. Mais par contre dans ton ciblage, dans tes critères, quand tu es en fait, je sais pas si ceux qui nous écoutent savent comment ça fonctionne, mais en gros, quand tu fais du ciblage publicitaire, tu peux définir l'âge, les habitudes, quel type d'intérêt ils ont. Là, tu vas viser peut-être intérêt pour les jeux vidéo, qui a entre 25 et 35 ans et qui s'intéresse à des sites internet qui parlent de manque de confiance. Donc là, tu as plus de chances d'aller taper ton persona et du coup d'avoir un message qui est adapté à cette cible-là. Ça, c'est plutôt du ciblage digital, parce que les outils digitaux comme des campagnes Facebook ou Instagram ou autres nous offrent ça. C'est vrai qu'après, c'est peut-être plus complexe quand c'est un ciblage, on va dire une communication plus traditionnelle. Alors ça, tu peux, par exemple, si tu veux sortir du digital, imagine tu as une stratégie de partenariat, tu vois. Si à un moment donné tu te dis ok, je vais aller taper. Bon, on reste dans ce même exemple, comme ça on extrapole. Ouais. Mais si je tape sur par exemple la mère ou la femme qui a un manque de confiance en elle, qui a pas trop de revenus, etc. Tu peux peut-être aller faire de l'affichage devant les magasins de hard discount. Ou bien si tu veux aller taper du geek, tu peux aller te rendre sur les salons des jeux vidéo et distribuer des prospectus sur place, tu vois, parce que c'est là où ta cible elle est présente. C'est ça. En fait, c'est identifier ce qu'on disait en introduction, c'est analyser sa cible pour savoir où elle se trouve et à partir de là, en fait, mettre en place des leviers, soit digitaux ou soit, plus traditionnels pour aller les démarcher, en gros. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et justement, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ton persona, il y en a qui vont être beaucoup plus présents sur le digital et d'autres qui vont être plutôt présents sur du hors digital, quoi. Comme Gertrude, par exemple, 65 ans, même s'ils sont de plus en plus présents, surtout depuis le Covid, initialement, beaucoup plus axés sur le hors digital, quoi. Donc voilà. Et après, le dernier avantage, à mon sens, qui est pas des moindres, c'est que si tu as des bons personas, ça va te permettre d'adapter ta stratégie marketing. C'est-à-dire que si tu connais parfaitement leur motivation, leur comportement, leurs attentes, etc., tu vas sûrement développer des stratégies marketing plus efficaces. Un cas concret là que je viens de vivre récemment, tu vois, en ce moment je travaille sur un projet de création d'un logiciel
qui vise un métier bien précis dans l'artisanat. Et ben, le fait de parfaitement comprendre mon persona cible, ça nous a permis d'anticiper des futures fonctionnalités du logiciel qu'on n'avait pas forcément imaginé au démarrage. Et ça, c'est parce qu'on est rentré en contact avec le client type, qu'on a créé un persona, etc., qu'on a bien compris ces problématiques, et on a ressorti une problématique qu'on n'avait pas du tout imaginée, qui était une problématique de lourdeur administrative. Et du coup, ça nous a permis d'adapter notre stratégie marketing et se dire, OK, il y a un besoin marché sur la lourdeur administrative, il va falloir se positionner aussi dessus. Donc, développer des moyens informatique et marketing pour développer des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. Donc, d'accord. Ça, c'est super important pour adapter sa stratégie. Et d'ailleurs aussi, un petit tips que je te veux te donner on va en parler aussi après, mais les moyens justement de bien connaître sa cible. Je vais argumenter tout à l'heure après, mais là ça me vient. J'ai fait pas mal il y a les entretiens individuels pour bien connaître sa cible, et parce que c'est les premiers pour mieux parler de leurs besoins. Justement sur ce même projet, il y avait un artisan qui me parlait et qui m'a dit lors de notre entretien, quand on arrive sur les chantiers, c'est comme c'est méthode MacGyver quoi, c'est le bordel, faut qu'on fasse avec les moyens du bord. Et quand il m'a dit ça, j'ai explosé de rire. Et je me suis dit, cette expression de dire c'est comme MacGyver, ça, c'est une phrase marketing qui vient de mon persona que je peux intégrer et que je peux réutiliser dans mes présentations marketing, parce que c'est sa façon de parler. Mon persona, il parle comme ça. Ses références, c'est une référence cinématographique, c'est sûr que si j'utilisais une référence, je sais pas, littéraire de Guy de Maupassant ou peu importe, ça passerait pas. Reconnaîtrait pas. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc voilà, du coup, pour un petit peu résumer les cinq avantages, à mon sens, d'utiliser des personas, quoi. D'accord, ok. Déjà, on voit déjà le côté, le potentiel en fait de prendre du temps en fait pour travailler sur le persona. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait ces cinq approches. Et donc maintenant en fait comment t'analyses tout ça. Alors j'ai bien compris qu'il y avait des rendez-vous, mais c'est compliqué quand même de prendre rendez-vous avec chacun de ses clients, quoi. Faut être patient. Non, je rigole. Faut être très patient. Non, mais en plus, je rigole, mais c'est vrai. L'étude de sa clientèle, c'est quand même un vrai travail de fond. Et c'est sûr que tu vas pas le survoler en une journée, quoi. Et surtout, est-ce que tu me contredis, mais est-ce que c'est un travail au fil de l'eau, en fait? C'est-à-dire que l'étude, tu vas la faire, mais en fait, l'étude, tu peux la continuer tout le temps de l'entreprise parce que ta boîte évolue, tes services évoluent, tes produits évoluent, et ce qui fait que, en fait, ton persona peut aussi potentiellement aussi évoluer, quoi. Exactement, tout à fait. Ça, c'est justement, ça faisait partie. Ça fait partie des tips que je donne aussi à mes clients. C'est de vraiment, il y a un travail d'amorçage, je dirais, de démarrage de la création du persona, mais par la suite, c'est un fil conducteur. Tu dois tout le temps te rester connecté pour continuer à alimenter les évolutions de ta cible. C'est tout bête, mais là, tu vois, on a l'IA qui est en train de se démocratiser. Clairement, ça va bouleverser les habitudes de tout le monde, en fait. Donc, tu peux pas te dire que les études que tu as fait à un instant T sur ta cible, elles sont rigides et inchangeables. Et aujourd'hui, rien qu'avec l'IA, il y a quasi tous les secteurs d'activité qui sont bouleversés. Et donc, il faut s'adapter à ça. Quelles vont être leurs nouvelles habitudes de consommation, leur idéologie? Est-ce que tout évolue? Donc ça, tu dois rester en contact avec eux pour être au fait et adapter ta stratégie marketing. Et comment tu fais pour rester en contact avec eux? Alors, tu peux avoir régulièrement des entretiens avec ta clientèle de satisfaction. Tu peux envoyer, c'est tout bête, mais tu peux envoyer des formulaires, des questionnaires que tu peux envoyer, soit s'ils sont abonnés à ta newsletter, tu peux leur envoyer un questionnaire pour être au fait de leur consommation, ce qui a changé. Tu peux le faire de manière digitale ou même en physique. Par exemple, toujours avec cet exemple de la salle de sport, tu peux imaginer que à chaque personne qui rentre dans la salle de sport, hop, il y a quelqu'un qui l'accueille et qui lui dit à la fin de la session, ça te dérangerait de passer à l'accueil pour répondre à une petite question, je t'offre un café. Le café n'est pas forcément obligatoire, mais moi, si on me propose un café, je dis oui. Un petit cadeau, quoi. Ouais, voilà, un petit cadeau, voilà. Après, ça peut être même, tu vois,
de leur envoyer, comme je disais, un formulaire en ligne. Et s'ils répondent, ils peuvent avoir une réduction sur ton produit, tu vois, par exemple sur leur prochain achat. Ça, ouais. Voilà. Donc ça, il faut les stimuler, quoi. Oui, parce que en fait, il y a bien un concept dont il faut avoir conscience en général, même si c'est un peu triste, c'est que c'est très rare que les gens fassent les choses sans intérêt. À part si vraiment ils t'aiment profondément ou voilà, t'as développé un tel branding que bon, ok. Mais généralement, les fameux c'est ambassadeurs, vrai que... quoi. Ouais, voilà ça. Exactement, tout à fait. Donc voilà. Donc du coup, oui, il faut les suivre. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais enfin, je sais pas, tu allais peut-être me poser la question sur qu'est-ce qu'il faut collecter comme information sur les clients. Sur le client idéal, ouais, complètement. Ouais, il y a le côté comment on fait et quelles données en fait on doit récolter. Est-ce que tout est important? Est-ce que la situation géographique va être importante? Est-ce que son âge? Est-ce que s'il est marié, pas marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que tout ça va être important? Ou il y a des données où on se dit bon, bah ça c'est secondaire. Par contre, les données vraiment importantes, c'est celle-ci, quoi. Alors moi, je pars du principe que c'est un tout. C'est-à-dire que je pourrais pas te dire le plus important c'est démographique ou comportemental ou psychologique. Par contre, ce que je vais te dire c'est lorsque tu te renseignes sur ton client idéal, il faut effectivement que tu cherches des données démographiques, des données comportementales, des données psychologiques, des données de vente et de marketing. C'est-à-dire que par exemple, quelles sont leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de paiement? Est-ce que c'est des gens qui vont payer plutôt par CB? Est-ce que c'est des gens qui ont certaines habitudes de consommation particulière? Et aussi d'enquêter sur le feedback client. Quels sont les commentaires qu'ils mettent, les critiques, les suggestions. Tout ça, ce sont des infos à récolter. Et ces informations-là, que ce soit démographiques, comportementales, psychologiques ou des données de vente, marketing ou feedback client, tu as plein de moyens d'aller chercher ces infos. Tu peux, comme on l'a dit tout à l'heure, faire des entretiens, tu vois, des enquêtes terrain. Après, tu as plein d'outils super sympas pour collecter de la data qui s'appelle par exemple Google Form ou Tally, qui te permettent en fait de diffuser un questionnaire en ligne, tu sais, qui te génère une URL. Et en gros, toutes les personnes que tu as envie d'intéresser, tu leur donnes l'URL, tu définis ton questionnaire en ligne, tac tac, ils répondent au questionnaire. Et en fait, tu as toutes les réponses qui sont stockées, qui sont archivées avec des statistiques, des tableaux que tu peux générer en tableau Excel. Et là, c'est super intéressant parce que tu peux avoir de la donnée triée sur ta cible. Donc tu peux faire des enquêtes comme ça et pour les approcher, donc soit c'est ta clientèle actuelle ou soit tu peux aller chercher sur par exemple, tu peux aller sur des forums, tu peux aller sur des groupes Facebook et dire est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Ça dépend où tu en es dans ton entreprise, mais en tout cas, si t'as pas assez de clients pour dresser ton persona, tu peux aller chercher et aller à la rencontre des gens, ou même des gens qui sortent d'une salle de sport et que tu veux faire un truc sur le sport, tu vas les choper là où ils sont et tu les questionnes sur place. Donc il y a plein de moyens comme ça qui peuvent t'aider. Et moi, il y a une question finalement qui est beaucoup mise de côté et je trouve qu'il y a toute son importance dans le portrait de ton personnage, c'est l'aspect psychologique qui est mise de côté alors qu'elle a vraiment son importance, tu vois. Par exemple, là, ma cible d'artisan, je sais que d'un point de vue psychologique, cette cible, elle est axée sur le présent et le concret. Et tu vois, je travaille sur un projet d'un développement d'application. Et cette application, elle était encore en conception, tu vois. Et au moment où je rentrais en contact avec ce type de clientèle, l'outil était pas prêt. Donc j'avais pas quelque chose de concret à leur montrer, mais j'avais besoin de rentrer en contact avec eux pour mieux les connaître. Tu vois, le serpent qui se mord la queue. Tu vois. Et en fait, je savais que fallait que je leur montre au moins quelque chose de visuel lors de nos entretiens, parce que je savais que c'était une cible qui avait besoin de pouvoir se projeter. Du coup, même si l'outil informatique n'était pas prêt, j'ai accéléré le développement de quelques maquettes visuelles pour que justement il y ait quelque chose de graphique à leur montrer. Parce que je savais que d'un point de vue psychologique, c'était des gens très terre à terre et qu'il fallait du concret et qu'il fallait leur montrer les choses. Il fallait voir. Ouais. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est une partie qui est hyper intéressante. C'est beaucoup d'entrepreneurs en fait se lancent dans la quête de développement jusqu'à arriver à développer l'outil ou le service. Mais derrière, en fait, ils n'ont pas du tout échanger en fait avec leurs clients parce qu'ils pensent que leurs clients c'est tout le monde. Et quand ils arrivent sur le marché après 2 ans dans leur garage ou dans leur cave à développer en fait leur outil, en fait ils prennent un peu la douche froide
parce qu'en fait personne les attend quoi. Et l'outil en fait correspond pas forcément à un besoin. Donc ça, toi, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a une idée, de cette idée ça devient un projet, de ce projet ça devient peut-être un business. Est-ce que c'est en amont en fait relativiser, se dire avant d'attaquer peut-être du temps, de l'argent, comme on le disait en amont, peut-être aller rencontrer en fait vos clients et voir même vos clients idéaux. Alors peut-être au début, comme on ne sait pas qui sont ces clients idéaux, peut-être taper un peu dans tout et au fil de l'eau en fait un peu plus reconcentrer sur à la finalité qui c'est le client idéal et est-ce que le produit que je suis en train de développer ou que je compte développer, est-ce qu'il est en adéquation en fait avec un réel besoin marché? Ouais, et en fait, c'est vraiment un mix de tout ce que tu as dit. Il y a du vrai là-dedans et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en vrai, tu peux pas te dire, il faut que tu aies une idée de départ. Ça, c'est sûr. Il faut que tu répondes à un besoin marché. Ça, c'est universel. Tu vas pas te dire, je vais créer une entreprise, mais je sais pas dans quoi. Sinon, tu pars dans tous les sens. Donc, par contre, voilà. Donc, t'as ton idée de départ. Et cette idée, il faut absolument qu'elle réponde à un problème marché. Ça, c'est vraiment la base de tout. S'il n'y a pas de problème auquel elle répond, il y a quasi 100% de chances que ton produit ou ton service ne fonctionne jamais. Donc, une fois que tu as identifié un vrai problème, eh bien, il y a plusieurs manières d'approcher une solution. Et c'est là-dessus que tu vas devoir travailler. Donc, tu vas avoir des premières idées, des premières esquisses sur ton projet. Et en fait, à mon sens, il faut rentrer au plus vite en contact avec les premiers intéressés. Donc, parce que c'est eux qui vont t'aider à co-construire ton produit ou ton service. Même s'il y a une base existante, eh bien, c'est les premiers pour savoir de quoi ils ont besoin. Et d'ailleurs, dans l'exemple que je citais sur le développement de l'outil, c'est comme ça que justement l'outil, avant même qu'il soit sorti, il a déjà été un peu réajusté parce que c'est le besoin marché, il s'est fait ressentir sur tel point qu'on n'avait pas souligné en amont. Et malgré nos études de marché, malgré tout ça, c'est vraiment la rencontre avec les clients idéaux qui nous ont permis de déceler ces besoins-là. Donc moi, je partirais sur une idée générale et ensuite une rencontre marché pour valider l'idée ou la réajuster ou l'améliorer, peu importe. Mais en tout cas, il faut être en permanence en contact avec tes clients. Mais que ce soit en amont, pendant la création et après le lancement, en fait. Bien sûr, contact, c'est au fil de l'eau. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est continuer à tout le temps comprendre leurs besoins. Ça, c'est indéniable. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres tips à prendre en compte? Ouais, j'en ai plein. Mais déjà aussi, c'est de savoir, parce que là, on a dit comment on allait chercher et recueillir les infos. Donc, on a vu qu'il y a plein de manières de les recueillir. Mais après, c'est aussi qu'est-ce que t'en fais de ces infos? Parce que tu vois, si t'as de la data, tu vois, tu récoltes de la data à fond, ok, c'est bien joli, mais t'en fais quoi? Bah, tu vois, si tu prends, par exemple, imagine t'as fait ton enquête terrain dans ta salle de sport, etc. Eh bien, tu te retrouves avec un tableau Excel avec plein de données sur démographique, les motivations, les problèmes, etc. Eh bien, là, c'est le moment où tu vas pouvoir dresser ton persona. Parce que tu imagines ton tableau Excel, par exemple, et tu te dis, ok, déjà dans ma cible, dans ma clientèle actuelle, quelle est la part des hommes et des femmes? Ah ben il y a 60% des hommes. Ok. Et quand je regarde les stats sur ces 60% des hommes, ah ben on constate que 80% sont célibataires. Ok, il y en a 80% qui sont célibataires. Et sur ces 80% de célibataires, il y en a 85% qui ont répondu être complexés par leur corps et qui ont évoqué un ras-le-bol du célibat. Bon, je fais le gros cliché, hein. Ah ouais. Mais en tout cas, ça te permet de dresser ton premier persona où tu te dis, ok, alors j'ai un potentiel sur les hommes célibataires et qui sont complexés par leur corps et qui en ont marre du célibat. Donc là, déjà, rien qu'avec ça, t'as déjà une bonne base pour te dire, ok, je vais pouvoir aller taper telle personne qui est inscrite sur tel site de rencontre, qui fréquente tel site de manque de confiance en soi, etc. Et c'est comme ça que tu dresses ton personnage. Et tu pourras en dresser plusieurs. Et après, tu leur donnes des prénoms. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est ce que j'allais te demander justement, c'est est-ce que tu vas jusqu'au prénom? Oui. En fait, même moi, je vais même plus loin. Je vais prénom et nom. Et du coup, souvent, le nom, il est représentatif du personnage en général. Je vais te donner un exemple. Tu prends un magasin de vêtements qui a plusieurs cibles intéressées par ces vêtements. Parce qu'il y a plusieurs gammes de vêtements, etc. Et du coup, moi, je vais pouvoir appeler un persona qui va s'appeler Tina Blog
Et blog, pourquoi? Parce que ça va être la blogueuse de mode qui est créative et sociale, qui suit les tendances de mode et qui gagne 50 000 € et qui a entre 25 et 34 ans. Et après, tu vas avoir aussi Carl Job. Job parce que c'est un cadre supérieur qui a entre 35 et 44 ans, qui gagne plus de 100 000 €, qui est ambitieux, orienté résultat, qui s'habille pour le travail, pour le coup, et du coup, lui, tu vas pas l'approcher de la même manière. Donc du coup, voilà. Donc, et en fait, de ça, tu peux dresser un petit avatar, une petite visuel. Et comme ça, quand tu es en train de réfléchir à ton marketing, tu visualises ta Tina Blog ou ton Carl Job ou Angie Zen qui est prof de yoga. Et quand tu réfléchis même à ton expérience utilisateur, etc., tu parles avec ces prénoms-là. Et ça va te permettre de te projeter beaucoup plus facilement avec des petits avatars, avec des photos de gens comme si ils existaient vraiment, quoi. Donc ça va jusque là, quoi, la création du persona. D'accord, ok, intéressant, ouais, ok, super. Et oui, j'avais un exemple aussi justement que je voulais te donner. C'est marrant parce que ce projet d'application, il est intéressant pour illustrer les personas, donc je l'utilise beaucoup. Ce projet d'application, il est axé sur l'écologie, mais la complexité, c'est qu'il est destiné à certains professionnels qui, pour le coup, sont non sensibles à l'écologie. Ok, tu me suis? Donc, ouais, complètement. Ouais. Du coup, ça veut dire que j'ai dû adapter le discours sur ce qui les motivait le plus. Et dans leur cas, c'était pas mettre en avant leur impact écologique, mais c'était mettre en avant leur gain d'argent, leur gain de temps. Et du coup, même si en consommant ce produit, ils allaient avoir un impact écologique positif, eh bien, c'est pas ce que je vais mettre en avant parce que c'est pas les valeurs qu'ils prônent le plus, c'est pas ça qui les motive le plus, donc c'est pas ce que je vais mettre en avant dans mon marketing. D'accord. Ok, ouais, je comprends. En fait, t'adaptes ton message par rapport à la cible et que eux, ils sont pas du tout dans l'écologie, donc ils sont plus dans le côté intérêt, temps, argent. Et donc, tu vas plus souligner que dire, vous allez, sauver la planète, etc. Ils s'en foutent, en fait. Exactement, tout à fait. Et c'est ça, des fois, faut faire attention, ses propres besoins, aspirations, valeurs, il faut souvent faire attention parce que les gens ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, quoi. Et ça, c'est délicat des fois de dissocier ce qui nous anime de ce que notre clientèle, par quoi notre clientèle est animée. D'accord. Ouais. Je vais juste rebondir sur l'exemple là que j'avais tout à l'heure. Je dresse un peu le décor. On est sur un projet immobilier, un projet en location saisonnière. C'est un projet en fait qui vit année après année en amélioration. Et en fait, on se dit la meilleure approche, c'est demander en fait, on avait une idée en fait d'amélioration de cette ville-là en lui créant une salle de jeu. Donc on s'est dit tiens, le meilleur moyen, parce qu'il y avait un budget à peu près de 10-15 000 €, donc c'est quand même un budget, c'est du temps, c'est de l'argent, et on s'est dit le meilleur moyen, c'est de demander en fait tout simplement aux gens qui viennent dans cette ville-là ce qu'ils en pensent. Et en fait, ça a été très intéressant. Ils nous ont dit, écoutez, pour l'instant, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple chauffer la piscine. Comme par exemple la pergola, en fait, on la trouve, elle est pas assez assombrie. L'été, il fait trop chaud. Comme par exemple sur la piscine, mettre des parasols. Et en fait, le barbecue, il faudrait le couvrir. Et en fait, ils nous donnaient plein de trucs, plein d'astuces qui nous ont fait. En fait, on les a tout simplement écoutés. On a amélioré ça. Et grâce à ça, en fait, déjà dans un premier temps, sans commencer déjà à faire le premier travail qu'on veut faire, parce que nous, on était focus sur notre idée à nous, on va agrandir, on va faire une salle de jeu. En fait, on a amélioré le quotidien, qui a augmenté en fait le nombre de réservations. Mais en fait, si nous on l'aurait pas fait comme ça, nous on aurait parti sur, on aurait fait une salle de jeu. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est ne pas avoir peur en fait à demander. Et nous, on va même plus loin. On leur demande combien vous serez prêt à payer, quoi. Si on fait une piscine chauffée, combien vous serez prêt à payer en plus pour pouvoir avoir cette piscine chauffée. Et au fur et à mesure, en fait, ça permet en fait de gagner du temps, gagner de l'argent, de mieux comprendre ta cible, leurs besoins, en fonction de comment en fait ils souhaitent consommer, quoi. Carrément. Voilà, c'était la petite histoire du matin, quoi. Mais non, mais elle illustre parfaitement le truc. C'est un super exemple, je trouve. Si t'aurais le mot de la fin, ce serait lequel? Moi, je donnerais des petits tips en mot de la fin. Ouais. En fait, il y a des astuces qui existent pour aussi gagner du temps
sur la recherche de ces personas. Ça dépend de le secteur d'activité, mais tu vois, tu peux aller regarder des sites de vente en ligne qui vendent, par exemple, des livres qui ont été publiés sur le sujet que tu abordes. Et en fait, tu regardes des avis clients des livres les plus célèbres. Et en fait, c'est une source d'infos infinie sur ta clientèle parce que souvent, ça se plaint ou ça souligne des faits importants. Ça te donne énormément de pistes à aller creuser. Et dans le même cas, tu peux aller voir même les concurrents à toi, regarder leurs avis clients, voir ce qui dérange. Souvent, les gens, ils aiment bien critiquer, tu vois, sur les avis Google et tout. Et ben, en fait, ça te donne des pistes d'amélioration sur le besoin de la clientèle, tu vois. Genre, s'il y en a qui disent, ouais, l'attente était insupportable, le mondial relais, j'ai attendu, ben là, tu te dis, ok, si on fait mondial relais, il va falloir qu'on soit hyper organisé pour satisfaire notre client qui est impatient, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Faire de la veille en fait sur les avis, sur ce que les gens en fait pensent, ce que disent des produits ou services concurrents, quoi. Ouais, carrément, voilà. Et pour finir, si on doit s'arrêter là, je dirais que le conseil que je pourrais donner aussi, c'est établir des objectifs clairs de pourquoi tu fais ces personas en fait. Parce que faut pas faire bêtement un persona parce qu'on dit ouais en marketing faut faire des personas, c'est qu'est-ce que tu vas en faire concrètement. Ok, si t'as ton persona mais que t'en fais rien et que tu changes rien à ton quotidien, ça ne sert strictement à rien. Par contre, tu dis je fais ce persona. Pourquoi ? Parce que je projette de faire des investissements publicitaires et ces investissements publicitaires, je veux qu'ils soient rentabilisés. Donc ok, ça te donne une motivation à pourquoi tu dois aller faire des personas. Je veux fidéliser ma clientèle. Donc vraiment clarifier tout ce que ça peut t'apporter parce que si tu clarifies ce que ça peut t'apporter, ton objectif final, eh ben ça va te donner vraiment l'envie d'aller créer tes personas et de les utiliser, quoi. Oui, parce que comme tu dis en amont, ça va quand même vous prendre un peu de temps en fait. Ça nous prend du temps à définir ce client idéal. Donc il faut que ça soit en fait un intérêt temps et argent utile, et que si c'est juste pour faire comme tout le monde, en fait il y a aucun sens, quoi. Ouais. Tout à fait. Ok, super. Bah écoute Mandy, merci beaucoup pour tous ces conseils, ces tips, ces retours d'expérience, ces histoires. Je pense qu'on a déjà meilleure appréhension en fait de ce client idéal. Et de toute façon, je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'on aura peut-être l'occasion dans le futur de refaire un épisode sur autre chose. Ouais, carrément. Et ça promet de bons épisodes futurs. Merci Rudy. Merci Mandy. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Joséphine Bourlinguet, directrice des opérations auprès de l'association 100 000 entrepreneurs. Elle nous expliquera le rôle, son fonctionnement et comment participer à cette belle aventure auprès des jeunes générations. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.